Tout de suite, c'est l'heure du débat dans Smart Imo. Tour vide, loyer en berne, quartier d'affaires qui sonne creux. La crise du bureau frappe fort. Pendant ce temps, on sait bien que la demande de logement est en train d'exploser. Alors face à ce paradoxe, que faire? Peut-être la solution, ce serait de convertir ou reconvertir ces bureaux en logement. Sur le papier, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas forcément. On en discute avec deux experts, des experts de JLL. Flore Prader, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice recherche et prospective bureau de demain chez JLL, bienvenue à vous. Merci. Et vous êtes venu en compagnie de Antoine Chambrin. Antoine, bonjour. Bonjour Fabrice. Directeur conseil, toujours chez JLL, avec une étude qui vient de paraître justement sur ces bureaux, sur ce défi de la reconversion. Alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? C'est ce qu'on va voir avec vous. Flore Prader, on parle de 6 millions de mètres carrés de bureaux vacants en Ile-de-France. Quelle est aujourd'hui exactement la réalité du marché et surtout, comment en est-on arrivé à une telle situation? Alors, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, le sujet, c'est que aujourd'hui, on a un problème déjà au niveau des modes de travail. Donc, les modes de travail, on le sait tous, le télétravail s'est énormément déployé. Oui. Et ça crée des vraies situations qu'on ne connaissait pas auparavant, des situations inédites, avec des bureaux qui sont beaucoup moins fréquentés que ce qu'on avait pu connaître par le passé. Notamment le lundi et le vendredi, m'a-t-on dit. Totalement. Il y a vraiment des phénomènes de pic, de fréquentation et de baisse drastique. Pour vous donner une idée, le bureau le vendredi, c'est en moyenne 20 à 30% de fréquentation. Donc oui. Ça vous donne un peu un état des lieux. Et par-dessus ça, donc il y a déjà cette strate nouveau mode de travail. Et en parallèle, vous l'évoquiez dans votre introduction, il y a un sujet aussi de nouveaux usages et d'inadéquation finalement entre des immeubles remplis de bureaux et des besoins de la population qui évoluent. Notamment, on a un sujet sur le logement, un manque criant de logement aujourd'hui. C'est vrai. Et un autre sujet sur aussi l'accès, par exemple, aux services publics. On sait qu'aujourd'hui, un quart des Français nous disent qu'ils n'ont pas accès aux services de première nécessité. Ils estiment ne pas y avoir accès. Donc, tout ça mis bout à bout fait qu'on se retrouve avec des immeubles qui nous vendent du bureau de façon pléthorique. C'est vrai. Et trop de bureaux, mais pas de réponse aux besoins des populations. Donc le sujet qui était auparavant économique devient un sujet social, sociétal. À tel point que votre étude révèle que 64% des décideurs observent un taux de fréquentation inférieur à 60%. On se demande, Flore, si ça ne remet pas tout simplement en question le modèle traditionnel du bureau. On entend souvent « le bureau est mort ». Est-ce que c'est vrai ? Alors oui, totalement. C'est vrai que ça challenge les modèles traditionnels. Le bureau est mort, je ne pense pas. C'est vraiment mon sujet de prédilection. Je travaille beaucoup sur ce thème-là. Et le bureau, en fait, va avoir plein d'autres usages dans le futur. Mais la question, c'est est-ce qu'un immeuble demain ne doit contenir que du bureau ou est-ce qu'il peut apporter autre chose? Et c'est vraiment ça le sujet aujourd'hui. Le challenge pour nos architectes, nos AMO, c'est d'imaginer cette autre brique qui sera complémentaire au bureau. Et donc, on est en train de glisser vers de la mixité, en fait, de la mixité d'usage. C'est vraiment ça le défi de demain. Oui, un bâtiment multimodal, un bâtiment avec une haute intensité d'usage. Ça peut être effectivement des solutions. Antoine Chambrin, juste réaction. Je vous ai vu réagir quand on parlait de télétravail. On a l'impression qu'on est allé très loin dans le télétravail à une époque, juste après le Covid, et qu'on est en train de revenir. On parle de maintenant, on n'a plus les 3 jours, on a 2 jours, voire 1 jour et demi, voire un seul jour. Certaines entreprises sont allées très très loin en imposant 1 jour en présentiel sur site. Oui. Et en réduisant vraiment leur empreinte de mètres carrés en bureau. C'est le cas de grands groupes automobiles notamment. C'est compliqué de faire revenir les gens au travail, même s'il y a une demande quand même des différents employés salariés de ces entreprises. Et à l'inverse, on a aussi des tours, je pense notamment à la Défense, qui ferment complètement le vendredi. C'est-à-dire qui imposent le vendredi en télétravail et qui ferment pour économiser des coûts de maintenance, notamment dans des immeubles de grande hauteur où les coûts sont explosent. Donc il y a aussi cet enjeu d'économie de coûts, d'économie de surface, d'économie de coûts d'exploitation. Ouais, fermeture le vendredi carrément. Vendredi, samedi, dimanche, des économies à la clé. Et ce qui est intéressant d'ailleurs sur ce sujet, je me permets, c'est aussi la question justement de l'intensité d'usage et se dire là où traditionnellement on regardait des coûts au mètre carré, des coûts au poste de travail, aujourd'hui la question clé c'est est-ce que mes bureaux sont utilisés, l'intensité d'usage. Alors justement, Antoine, vous évoquez un nouvel usage urbain des bureaux au-delà du logement, parce qu'il n'y a pas que le logement. Quel service ou type d'activité pourrait émerger?
Eh bien, il y en a de plus en plus. Évidemment, on pense au logement en accession, logement social, mais on pense également au résidentiel géré. Et quand on parle résidentiel géré, ça recouvre tout un tas de réalités différentes. Ça peut être de résidence étudiante, résidence senior, co-living, build to rent. Sur la partie plutôt hôtelière, on a du branded apartments, qui sont des appartements qui ont les mêmes services qu'un hôtel, de l'hôtellerie. Et vraiment, c'est un petit peu comme quand on a lancé l'activité, l'activité, l'industrie, où vraiment l'activité urbaine recouvre aussi tout un tas de réalités différentes, des dark kitchens, dont on a beaucoup parlé à Paris, et évidemment la logistique urbaine, de la messagerie. On commence à voir émerger évidemment aussi des sujets de data center urbain avec tout ce sujet d'IA. On n'est plus non plus que sur des très gros data centers hyperscale en première ou deuxième couronne d'Île-de-France ou de grandes métropoles. Donc vraiment, les immeubles sont regardés de plus en plus à l'aune de tous ces usages différents qu'il faut arriver à maîtriser, dont il faut connaître les enjeux, les défis, notamment pour arriver à créer de la valeur sur les actifs un petit peu en déshérence de bureaux. Oui, bah justement, à l'heure où les bureaux sont délaissés, on se dit, bah tiens, ça peut sembler évident de faire cette transformation des usages. Dans les faits, quels sont les principaux freins qu'on rencontre? Est-ce que c'est uniquement économique? Alors, c'est principalement économique, et les freins se retrouvent vraiment sur ce domaine-là, sur ce terrain-là de l'économique, mais il y a d'abord un sujet évidemment d'efficacité des surfaces. Le bureau est très efficace en termes de surface, en termes de surface valorisable par rapport à la surface construite, donc surface utile sur de la surface de plancher. Quand vous êtes sur du logement, évidemment, il y a une perte de surface sur les parties communes, une perte de surface valorisable, donc c'est déjà un premier sujet, ou d'autres usages autres également, notamment je pense à l'hôtellerie. Il y a un sujet aussi d'obsolescence des bureaux, des bureaux qui ne sont pas forcément toujours très bien, qui n'ont pas toujours été très bien construits. Et donc une refonte totalement des systèmes techniques qui ont un coût, certains de plus en plus, et notamment on l'a vu avec la guerre en Ukraine et l'explosion du coût des matières premières, notamment sur les corps d'état techniques. Et puis après, il y a des freins évidemment réglementaires, politiques également. Puisque une taxe, un bureau, c'est une taxe de bureau annuelle, une rente annuelle pour des collectivités, alors qu'un logement, par exemple, c'est une sortie d'argent pour une collectivité qui doit financer des équipements publics. Donc manque à gagner et puis équipement public en plus à financer. Donc ça peut alourdir la facture pour la collectivité. Flore Padrère, justement, vous avez identifié 6 piliers pour créer de la valeur autour de ces transformations. Alors on peut les citer et puis vous allez nous dire sur les 6, quel est le plus stratégique, bien sûr. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, on a associé beaucoup d'acteurs de l'immobilier autour de la table et on a vraiment eu ce débat de fond sur la valeur. Parce qu'effectivement, si on s'en tient à la valeur économique, c'est très difficile d'avancer dans ces projets. On voit bien, Antoine, tu le dis bien, l'économique ne suit pas toujours. En revanche, il y a plein d'autres leviers de création de valeur. Et donc, on note notamment la valeur sociale, environnementale, la valeur d'usage, la valeur réputationnelle. Quelle image ça me donne, moi, en tant qu'investisseur, en tant que contributeur à la fabrique de la ville. Donc, la valeur patrimoniale aussi, penser sur le temps long, pas penser uniquement là pour les 6 prochains mois, les 2 prochaines années. C'est se dire, à long terme, est-ce que mon patrimoine s'est valorisé ou pas ? Et ce qui est intéressant, c'est que clairement, aujourd'hui, on a un glissement et un accord, une convergence, en fait, de toutes les parties sur la valeur sociale. Alors, qu'est-ce que c'est cette valeur sociale ? Alors, la valeur sociale, c'est répondre aux besoins de société, en fait. Et tout à l'heure, vous évoquiez la question du télétravail et de la difficulté à faire revenir sur site. Et on voit qu'aujourd'hui, même pour l'employeur, arriver à proposer cette valeur, cet impact social positif, ça devient un levier pour faire revenir les gens sur site. Parce qu'on est fier que l'entreprise contribue à la fabrique de la ville, contribue en apportant des services, une crèche qui est ouverte à la fois aux résidents de l'immeuble, mais aussi aux résidents du quartier. Donc c'est comme ça que petit à petit, on glisse vers cette valeur sociale. Et il y a convergence. Très bien, valeur sociale plutôt que valeur verte qu'on avait en tête, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Antoine, est-ce qu'on a des exemples justement de transformation de ces bureaux qui se passent en ce moment et qui se passent bien ? On n'en a pas beaucoup, pour être tout à fait transparent. On en a eu quelques-uns, notamment quand tous les intérêts de toutes les parties prenantes, et je pense aux investisseurs, aux développeurs promoteurs, aux usagers, aux futurs usagers et évidemment aux collectivités, puisqu'il faut ce dialogue-là pour aller au bout. Et quand ce dialogue est fait en amont avec une convergence des intérêts,
cela s'observe. Alors où ça, notamment? Alors on l'a vu à Issy-les-Moulineaux, sur une Oui. transformation bureau en logement, pour le coup, logement en accession libre, permise par le PLU, donc le plan local d'urbanisme, la réglementation locale, où la mairie nous a dit, on est OK, cela peut se faire, bureau, logement, et c'est allé au bout. Il y a une petite perte de valeur, certes, mais que le propriétaire était prêt à prendre. Voilà, c'est ça. Vous dites, il faut peut-être que les investisseurs acceptent à un moment sur un immeuble de bureau obsolète ou en transformation de se couper un bras de manière économique, mais pour pas perdre ni les deux bras ni les deux jambes. C'est un petit peu ça. On sort quand même, il ne faut pas l'oublier, d'une période un peu folle, d'une dizaine d'années, avec des emprunts quasiment à zéro, voire en négatif, qui a créé... Alors, j'ai pas envie de parler de bulles immobilières, mais un peu des valeurs qui sont parties à des échelles complètement déconnectées. Et qui continuent d'ailleurs un peu de gravir, notamment c'est le cas dans le quartier central des affaires, avec des loyers qui ne cessent d'augmenter, un taux prime qui commence à se stabiliser, alors que les premières couronnes, et y compris Paris intramuros, commencent à être un petit peu plus en difficulté. Vous êtes gentil, c'est plutôt l'atterrissage, pas forcément en douceur, c'est même la gueule de bois pour certains. Hein. Pour certains, oui. Mais bon, c'est toujours pareil, quand il y a une exubérance un peu irrationnelle comme ça, on connaît ça sur les marchés, évidemment, les lendemains déchantent. Flore Barret, je voudrais terminer avec justement cette montée, on le voit, des enjeux environnementaux, on parle de raréfaction du foncier. Est-ce que justement cette reconversion du bureau, est-ce que ça va devenir peut-être la norme pour refaçonner demain la ville de demain? C'est vraiment notre conviction chez JLL parce que voilà, on est dans aujourd'hui une situation de blocage et il y a une prise de conscience généralisée de tous les acteurs. Alors il faut trouver les bons compromis, mais du fait que le bureau l'espace en fait est une vraie ressource pour tous et qu'on doit mieux l'utiliser. Donc mieux la mutualiser, aller vers de l'hybridation, de l'intensité d'usage. Vraiment en faire un meilleur usage. Ouais, on peut imaginer, quand on parle d'intensité des usages, par exemple, que le bureau se transforme, alors peut-être pas le soir pour devenir une discothèque ou un bar, mais voilà. C'est presque ça. Certains veulent le faire. C'est possible d'avoir cette intensité. Totalement. Ou d'imaginer un auditorium qui se transforme en cinéma, par exemple? Oui, c'est totalement ça. En fait, on a déjà des exemples, pour le coup, d'entreprises assez avant-gardistes, et j'aime bien citer l'exemple de Blablacar. Blablacar prête ses salles de réunion aux âgés du quartier. En fait, les citoyens du quartier peuvent utiliser ces salles le soir et le week-end pour leurs réunions. Ça tombe bien, je crois qu'ils sont pas mal placés en plus. Hein, c'est ça, totalement. Voilà. Ça aide. Antoine, effectivement, on voit cette transformation. Vous avez parlé d'Issy-les-Moulineaux. Il y a un autre exemple, Paris ou banlieue, proche banlieue. Il y a un exemple, avenue de la République à Paris, d'un ancien garage Stellantis, donc Peugeot, qui va être transformé en logements sociaux, avec la conservation d'un maximum de planchers béton. Donc pas évident, parce qu'évidemment, ça n'était pas prévu initialement pour se transformer. Et je voudrais rebondir aussi sur ce que tu as dit, Flore. C'est vrai que l'enjeu va être aussi de mieux construire, de mieux anticiper toute cette mixité d'usage, pas forcément à l'échelle de l'immeuble, mais à une mixité d'usage dans le temps. Se dire, du bureau pourra devenir du logement pourra devenir de l'activité pourra redevenir du bureau ou du logement. C'est ce qu'on observe un petit peu sur des immeubles qui durent, qui sont typiquement les immeubles haussmanniens, qui ont été du logement, du bureau désormais, qui vont peut-être redevenir du logement. Condition de penser cette réversibilité en amont. Merci en tout cas pour ce défi, en tout cas la reconstruction la reconversion des bureaux. On l'a vu, hein, en tout cas, il y a des solutions. Merci à Flore Barret et Antoine Chambrin de JLL et à très bientôt sur Smart Immo. Merci à vous. Fabrice.